L'épisode de cette semaine vous est encore une fois présenté par Service Pelletier-Gosselin. Saviez-vous que SPG peut vous aider à élaborer des solutions sur mesure pour renforcer votre image, la gestion des réseaux sociaux, la création de contenu, création graphique? Ils peuvent vous aider avec des actions claires pour améliorer votre visibilité. Donnez-leur un petit coup de fil, vous allez être agréablement surpris. On remercie aussi Unibrew et leur série Autre chose qui nous fournit de la bière cette année. Venez l'essayer au tailgate. Là, il y a 2 semaines, on avait la Nipa de Tropique sur le lac, qui est un mélange de 3 houblons au parfum fruité. Quelque chose de spécial pour le tailgate. Venez essayer ça, c'est en contribution volontaire. On a hâte de vous voir. Bon podcast tout le monde. Bon, mardi, tout le monde. On est un petit peu plus tôt cette semaine, horaire de vie l'obligeant. François et Tam sont de retour de leur voyage en Estrie. Moi, je ne suis pas allé, mais j'ai profité du merveilleux stream que l'Université de Sherbrooke nous avait fourni. Le mode Lego. Ils ont augmenté le nombre de caméras. Hein? Ouais. Je ne vais pas commencer à... Non, mais c'est ça. On va pas chialer. Il y avait quand même un stream. Écoute, d'après moi, ils font exprès pour se laisser place à l'amélioration à chaque année. Ben, en tout cas, au moins l'université fait quelque chose pour s'améliorer. C'est pas comme l'équipe. Exact. Mais en même temps, c'était avec le voice-over, là, les commentaires de la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. J'ai beaucoup apprécié la performance des commentateurs. C'était la première fois que je me tapais la game complètement en audio à radio moi, étudiante. je les adore. Ils sont excellents. Moi, là... Quand ils jouent contre Laval, là, moi, je préfère ce stream-là, cet audio-là. Ils sont un peu niaiseux, quand je veux dire niaiseux. Bon enfant, cabotin. Oui. C'est cabotin. Oui, que le vrai bon terme, c'est cabotin. Parce que niaiseux, ça donnerait l'impression que c'est des idiots. C'est pas ça que je veux dire. C'est cabotin, le bon terme. Exact. Puis, j'aime tellement... Ils ont une optique tellement optimiste. En cas de dépression, je vais les avoir à côté de moi. Ah, ça, c'est clair. Écoute, je n'ai jamais vu une course de 3 verges être décrite avec autant d'enthousiasme. Moi, je pensais que le gars s'était sauvé. Là. Si j'étais convaincu, quand j'écoutais juste l'audio, là, je fais ça y est, les Carabins l'ont échappé, est-ce est rendu dans la zone début? Mais non, 3 verges. Mais moi, je les ai écoutés en chemin parce que je suis arrivé en retard. C'était pas évident. Un vendredi soir, sortir de Montréal pour te rendre en Estrie. Puis, on avait dit, moi, je passais la fin de semaine en plus en Estrie, mais tu sais, j'étais à la portion Estrie de. Mais l'Estrie Est, le trafic était dégueulasse. À la limite avec les Bois-Francs, là, quasiment. Puis, ça nous a pris 1h15 à sortir de l'île. Ah, c'était sortir de l'île, puis je sais pas pourquoi à Sainte-Julie, le monde a peur d'avoir peur, mais il y a tout le temps du trafic à Sainte-Julie, puis tu as fini le trafic, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi ça a arrêté, tabarnak. Nous, on a suivi Waze, puis on n'est pas sorti de l'autoroute à ce moment-là, fait qu'on a sauvé un bon une demi-heure comme ça. Mais c'était écrit dans le ciel, ça. Ouais. Je vous l'avais dit 2 jours d'avance. Beau temps, mauvais temps. D'ailleurs... Je suis parti à 3 heures. Oui, c'est ça. Trop tard. D'ailleurs, le mauvais temps n'a pas été de la partie. Ça a été, les nuages ont passé, fait place à un beau ciel en Estrie pour une partie de football du vendredi sous les lumières. Une foule annoncée de 5200 et des poussières, 5217. Il y avait du monde. Hein? Ça ressemblait à ça, là. Non, ça ressemblait à ça. Ouais, ok, vous avez raison que le stade est grand. C'est un gros stade. Ouais, c'est ça, un gros stade. Parce que du côté toi, il y avait du monde. Donc, puis du côté étudiant, c'était à moitié rempli. Fait que c'est logique. Donc, beaucoup de monde pour assister à ce premier affrontement de la saison entre les Carabins et le Vert et Or. Les Carabins qui s'amenaient avec une victoire en poche, le Vert et Or une défaite. Et vous savez déjà comment ça s'est terminé probablement. Une dégelée en règle des Carabins face au Vert et Or. Je vous amène rapidement à travers les différents jeux clés du match. Il faut attendre la deuxième séquence des Carabins et ça, c'est pas attendre longtemps pour voir les premiers points. Une séquence de 50 verges, notamment derrière différentes passes de José Pepe González.
Tentative de 26 verges de Philippe Boyer qui malheureusement rate. C'est un rouge. On échange le ballon. Aussitôt que Montréal le reprend à sa ligne de 47, un jeu, une course, 63 verges. Lucas Dembélé décampe et trouve la zone des buts. 63 verges de long. C'est 8-0 Montréal. On échange le ballon. Les Carabins reprennent à l'heure 23. Quelques jeux plus tard, Lucas Dembélé, encore une fois, décampe pour 51 verges. Là, ça commence à être le Lucas Show. Il amène les Carabins dans la zone payante. Quelques jeux plus tard, José Pepe González complète la faufilade d'une verge. Ah, tu vois, moi, il m'avait mis González ici, mais oui, Gourgon, ça a plus de sens. Mais on te le dit parce que avec les photos de James, on confirme la chose. Exact, parce que sur le play-by-play, on me dit que c'est González, mais c'est vrai que ça a beaucoup plus de sens. Puis donc, nos deux Bigra disaient aussi que c'était González, là, mais c'était Bourgeon. Excellent. 15-0, c'est le score final après un quart de jeu. Sur la séquence suivante, Sherbrooke va concéder un touché de sûreté. Redonne le ballon au Carabin de l'heure 35. Bombe de 75 verges de González à Enrique James Leclerc. Un jeu, 75 verges, 24-0 Montréal. Sur le jeu suivant, Samuel Goulet réussit finalement à trouver un receveur pour un premier essai et c'en est tout un. Brousseau qui décampe 78 verges. Les Verts sont au tableau. 24-7 Sherbrooke. Ce sera leur seul moment de réjouissance. Ils ne marqueront pas d'autres points du match. Les Carabins vont continuer le travail de démolition. Après 2 échanges de possession, c'est González qui se met au travail avec une cible. Il passe notamment un 21 verges à Riopel et il complète avec un 27 verges à Hassan Dosso, 31-7. Et c'est le pointage à la demi au début du quart. On va encore une fois avoir une série de jeux, notamment González à James Leclerc, 33 verges. Et c'est ces deux mêmes acteurs qui compléteront le travail avec une passe de 10 verges pour le toucher. On est maintenant à 38-7. Il restera une série pour González qui sera remplacé par Canal Charles. Un botté de précision de Boyer. Et c'est le score final, 41-7 Montréal. Excusez, 44-7, on aura 2 autres placements. 44-7 le score final, il ne s'est pas passé grand-chose dans la deuxième demi. Donc, le pied était levé à partir du troisième quart. Vous voyez les statistiques à l'écran. Une domination en règle, si ce n'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de revirements. Mais l'attaque de Sherbrooke a eu beaucoup de difficultés et à l'inverse, l'attaque de Montréal faisait flèche de tout bois, à peu près. Donc, vos impressions sur le match. François, je vais commencer par toi. Moi, ce que j'avais comme impression, c'est... J'en ai parlé un peu avec les joueurs pendant mes entrevues. Ça a l'air facile. C'est pas juste Sherbrooke qui était vraiment pas de... C'est pas juste Sherbrooke qui n'a pas d'affaires sur le même terrain que les Carabins. C'est l'exécution des Carabins, ça va l'air facile. Quand on était là, je vous explique la façon que je visualisais. Par rapport à l'année passée, vous vous souvenez, à toutes les fois qu'on faisait une passe, une fois sur 2, le receveur l'échappait ou la passe n'était pas correcte. On dirait qu'on grindait chacun de nos premiers jeux. Je ne parle même pas de jeux au sol, mais des jeux aériens. Là, il y a toujours des receveurs qui sont libres. Pépé a encore des problèmes de vision. Là. À 2-3 reprises, son receveur a pogné le ballon, mais un deuxième était complètement libre et aurait pu compter. L'expérience qui rentre, mais ça a l'air facile. La O-line est tellement bonne, le protège tellement qu'il a tout le temps du monde. Les porteurs de ballon qui courent justement parce que la O-line réussit à leur faire des trous, puis les receveurs se démarquent. Je te dis, cette année, l'attaque en 2 games, après 2 games, ça a l'air facile. Et quand je vous dis que ça a l'air facile, je le répète, c'est pas parce que Sherbrooke est une équipe de Pee-Wee, mais surtout parce que il n'y a pas de dropage de ballon. Hein. Combien de fois pendant un match l'année passée, on était comme pourquoi?
C'était dans tes mains, tu l'as échappé. Ouais. C'est que l'exécution est bonne. On va le dire comme ça. Ils sont clutch. L'exécution est bonne. En offensive. Beaucoup de deuxième élan au début du match. Ouais. Le ratio de conversion était excellent. Tam, tes impressions, toi, sur la game? J'ai rarement vu les Carabins aussi à l'aise sur le terrain de marde de Sherbrooke. On était le premier match de la saison, était déjà plein de trous. Ah, il y avait certaines zones que tu voyais les deux équipes ne faisaient pas de tracé quand ils étaient à cette hauteur-là, dans cette direction-là, parce qu'on voyait le trou. Il évitait des estrades. Des sections de terrain. Oui. En tout cas, visuellement, moi, si je porte attention à ça, je n'ai pas vu un joueur faire couper vers les lignes à cet endroit-là sur le terrain. Il y avait un endroit en particulier où il y avait un gigantesque trou. Qui a été causé par le lancer du poids. Oui. Ou le lancer du marteau, comme tu veux. Moi, ce qui m'impressionne, comme il l'a mentionné, c'est la O-line. Là, vendredi, la chance n'était pas habillée. On avait que Diouf de vétérans sur cette ligne-là. Et on réussit à ouvrir des canaux et la pression ne rentrait pas. Il n'y a pas une fois que c'est passé proche d'être saqué ou que je pense qu'une fois que le porteur de ballon s'est fait frapper en arrière de la ligne de mêlée. Outre ça, tous nos jeux presque, lorsqu'ils étaient complétés, c'était plus que 5 verges à la base. Là. C'est une bonne nouvelle. Aussi, contrairement au premier match, on est revenu à un alignement, disons, plus équilibré. Tu sais, le premier match à domicile, on avait plus de joueurs défensifs habillés. Je pense qu'on voulait tester des gars. Alors que là, à Sherbrooke, on avait décidé de revenir à une formation équilibrée. Donc, il y avait 10 receveurs d'habillés, contrairement à 8 à la première game. Il y avait quand même quelques joueurs qui étaient absents. Là. Barsalou, entre autres, on a vu Gourgon faire les faux filades à sa place pendant la partie. On a vu Théagène d'être habillé à place de Jamal Louis. Nicolas Roy n'était pas là. S'il y a un aspect qu'on peut critiquer de cette partie-là, dû au manque d'expérience des joueurs, je pense que c'est les DB, là, le gros jeu, c'est un de nos DB qui s'est fait battre. Puis une de ces raisons, moi, que j'ai remarqué, c'est que Birubé n'est pas là. Fait que ça, c'est un de nos corners partants depuis 2 ans, peut-être. Là, on a déplacé Gauthier pour aller jouer au corner opposé. Puis on a déplacé des joueurs à des positions qui jouent moins fréquemment. Fait que je ne sais pas s'il y a eu, à certains moments, des problèmes d'assignation ou quoi que ce soit. Ça va être à voir si c'est pour des blessés pour longtemps ou si c'était juste du tuning pour ne pas prendre de chance sur le gazon naturel puis donner de l'expérience aux gars. T'sais, sur les O-line, moi, j'ai adoré de ne pas prendre de chance avec la chance puis de donner du temps de jeu de qualité à nos O-line qui n'ont presque pas d'expérience de temps de jeu universitaire parce que ça va être payant en fin de saison. C'est dans des moments comme ça qu'il faut leur donner du temps de jeu quand ça compte. C'est pas au 4e quart, là, c'est en début de match. Je reviens un petit peu sur les statistiques de match. Vous savez comment j'aime ça. À la fois là, pour mettre en lumière la performance offensive et défensive. Du côté de Montréal, c'est 616 verges d'attaque totale, ce qui est très, très gros. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est 203 alloués. C'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, en moyenne. Un gros jeu. Un gros jeu. De ce 200 verges-là, on en a 78 que c'est une passe. Oui. Donc, tu sais, un match moyen, on peut s'attendre entre 300 et 400 verges d'attaque. Tu sais, on peut dire que l'attaque a fait une job honnête à ce moment-là. Ben, les Carabins sont loin en haut. Le Vert-et-Or est loin en bas. Donc, non, mais là, je parle par rapport au standard qu'on a de notre défensive. Là. Je parle pas par rapport au score de la game. Là. Ce que je dis, on se prépare pour les gros duels. Là. Ben, c'est un peu ça. Donc, statistiquement... C'est quand même arrivé quelques fois qu'il y avait un receveur de Sherbrooke de libre, mais le QB a manqué sa passe. Ça aurait pu être des gros jeux. Exact. Et étrangement, dans ce match-là, mais c'est peut-être le fait que c'était à sens unique, aucune interception.
Non. Aucune échappée. Non. Il y aurait pu en avoir une. Là. Moi, Sherbrooke aurait dû en avoir une de l'endroit où on était placé. Il y a Ils ont dit de pas s'échapper, deux troisième mais- essais ratés par Sherbrooke, là, mais ça, c'est un autre genre de revirement. Donc, ça a donné un match quand même assez tranquille dans la deuxième demi, à partir du moment où les Carabins ont levé le pied, essentiellement. Mais la défensive des Carabins crée pas vraiment de virement depuis le début de l'année. En tout cas, ils ont recouvert un ballon. Là. Ouais. Un pic à la première game, là, mais c'est pas... Mais pas beaucoup de pics, pas vraiment de pression. Beaucoup de pression, mais pas beaucoup de sacs, pas beaucoup de ballons échappés. Mais mine de rien, on s'en sac. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de joueur qui ressort vraiment. Tu n'as pas un joueur qui a fait 2 pics. Tu n'as pas un... Gauthier était solide. Là. Sur le long jeu que... On a un sac, puis un plaqué pour une perte. Le long jeu qui en a résulté pour un toucher pour Sherbrooke. Tu as vu Gauthier revenir, là, puis il est arrivé aux chevilles du gars en entrant dans un des murs. Il était loin. Là. Il a mis l'effort pour essayer de revenir. Là. On l'avait moins vu vert. Tu as raison, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que historiquement, on a des super vedettes puis qui finissent toujours par, mais on les voit partout. T'sais. Nicky étant pas là, ou Joe étant pas là, la super vedette qu'on voit, ça reste Messiaen. Mais il a fait son 1/12e. Il n'a pas été plus gros que le restant de l'équipe. Tu sais, moi, je pense que les revirements vont venir. Là, parce que mais c'est pas une critique. Hein? Non, mais c'est une question de chimie de joueur aussi. Là, mais je te dis, c'est pas une critique, c'est tout simplement un constat en disant mais cette année, la défensive fait incroyablement bien, pas depuis le début de l'année, mais en comité. C'est comme s'il n'y a pas personne qui est plus gros que le restant. Pour l'instant, il n'y a pas personne qui se démarque. Bon, c'est sûr que Nicolas Roy étant pas là, lui, tu le vois normalement, mais personne qui se démarque. Puis je le dis pas de façon négative. C'est plutôt le contraire. C'est que on parle d'une organisation qui joue en équipe. Là. Puis je trouve ça intéressant. Et ça marche. Oui. Statistiquement, ça marche. Comme je dis, une saison, c'est 8 matchs, puis on en a juste 2 de joués, mais ça reste que jusqu'à présent, on implique les recrues qui rentrent dans le jeu. Tu sais, comme là, Normandin a joué en fin de match, on lui a lancé une balle. Duba, il est rentré au 4e quart, on lui a lancé une balle. Normandin, c'est Boucla d'or, ça? Oui. Toi, tu l'appelles de même, là. C'est la jeune qui a embarqué. On sait comment tout le monde apprécie tes surnoms, François. Oui, c'est ça. Sérieusement, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Fait que même en défensive, je pense qu'en défensive, c'est encore des auditions. Là, je pense que tout le monde peut faire la job, mais Eric, ce que tu n'as pas vu, c'est qu'on parlait de Théogène, là, qui a pas mal fait, hein? Qui a pas mal fait du tout. Mais on va le voir beaucoup plus à la prochaine game parce que notre ami Redoc, comment il s'appelle donc, numéro 22? Keta s'est fait geler par le batteur, mais gelé par notre batteur, là. Notre batteur. Sur une mauvaise remise, il a décidé de courir pour le premier essai. Qu'il a arrêté, c'est son propre joueur. Il est rentré dans son joueur qui ne regardait pas ce qui se passait. Puis, mine de rien, vous voyez, c'est pas un petit monsieur. Non. Mais il était drôle parce qu'il courait, le ballon bien, il courait très droit avec le ballon très en avant de lui. C'est pas un joueur de football, là, c'est un batteur, c'est pas vraiment un joueur de football, là, fait qu'il tenait le ballon, mais il est tellement bif, il est rapide, c'est un monsieur, là, quand même. Puis, à un moment donné, il y avait un joueur de son équipe devant lui, il te l'a gelé. Le pauvre Keta, il est parti, sonné bien raide. Là. Il ne se souvenait pas du nom de sa mère. Qu'est-ce qu'on trouve ça drôle? Fait que dernier mot sur les unités spéciales. Boyer 1 en 3. C'est pas grave. On est tellement habitué à la perfection que. Ouais, ça a été une game ordinaire, même sur les positionnements de ballon. Je ne sais pas si c'est le gazon naturel qui lui a causé problème. Résidu de vent, de tempête, quelque chose. Non. Je vais donner deux. Moi, je vais donner 2 excuses. Le gazon, là, si tu ne pratiques pas dessus, il faut. Tu sais, il est long. Il était vraiment long, le gazon. Mais après coup,
Mais le seul point positif qu'on peut donner de Sherbrooke, leur unité spéciale, là, même si elles n'ont pas été aussi bonnes que la semaine d'avant, mais à 2-3 reprises, ils ont mis de la pression sur Boyer. Ouais. Quand Boyer a fait la pression rentrait. Il a fait un botté qui est sorti. Ben, si vous voyez, c'est sûr qu'avec l'angle wild, grand même de YouTube, tu ne vois pas grand-chose. Fait cher. Non, mais c'est ça, mais tu vois que le joueur a failli rentrer dedans. Tu as failli rentrer dedans, vraiment. Donc, il y a eu de la pression. Quand même, il y a eu de la pression. Donc, rendons à César. C'est à César. Boyer n'a pas l'habitude de kicker des mauvais malades. Puis quand il a pogné, Puis le batteur. Non, mais il n'y a pas eu un mauvais match, mais à comparer des standards qu'on a de lui, c'était un match plus ordinaire. Remettons à Salade à César. Exactement. Ouais. OK. Mais mine de rien, l'équipe a super bien. Et on parle pas du porteur de ballon de Sherbrooke. Ah, c'est vrai, il s'appelle César. César. Ah, OK. Ouais, j'avais pas suivi. Là. Puis il ne l'utilise pas assez parce qu'il est vraiment pas mauvais. OK. All right. L'autre match au Québec, c'était les Redbirds qui se rendaient chez les Blancs, I guess, à Québec pour affronter le Rouge et Or. Vous avez le score final à l'écran, 13-37 pour le Rouge et Or. Est-ce qu'il y en a de vous deux qui l'ont écouté, ce match-là? Oui. Des impressions? Ben, tu sais, déjà en partant, juste avant le match, on a appris que Simmons ne jouait pas et que Scarello ne jouait pas, qui est les deux meilleurs joueurs offensifs de McGill. Mm-hmm. Couplé au fait que Eloa, c'était une game off, là. Il n'était pas capable de compléter une passe, là. Est-ce que c'est lié à la pression ou il était juste Ben, zéro, il bougeait le ballon, mais t'as Momo, t'as Jerry Momo, puis tu lui fais toucher à peine, tu lui fais même pas toucher le ballon 10 fois pendant la partie. 12 en 35, c'est une dure journée au bureau. Mais la défensive l'attendait, puis c'est exactement, ils ont rempli la boîte tout le long. Ils ont laissé des points sur le terrain aussi, ils ont été une fois dans la red zone, pas de points, un botté manqué, ça aurait pu être serré, ça aurait pu être semi-serré à demi. Parce mais Laval offensivement, première demi, là, c'était du couteau suisse. Là. OK. Parce que 309 contre 356, probablement que McGill est allé en chercher un peu dans la deuxième demi. McGill a très bien joué défensivement. Là. Arnaud, je pense qu'il n'y a même pas 30 verges en deuxième demi avant d'être retiré au quatrième quart. Là. Okay. Donc, mettons 30-40, là, je veux dire... Laval a eu de la difficulté à bouger le ballon en deuxième. Ça me dit ici que la tendresse Régimbald a été saquée 8 fois. Ouais. Et que Arnaud a été saqué 3 fois. Ouais. C'est pas rien non plus. Là. Non. Donc, mais tu sais, McGill, ses unités spéciales, c'est encore très, très, très problématique. Ils ont accordé 2 longs retours. Botté bloqué. Forteza a une moyenne à 40 verges, ce qui n'est pas, énorme. Là. McGill, il va falloir qu'il retourne sa planche à dessin, puis il faut qu'il balance, là, parce que ce qu'ils ont bien fait dans le premier match, c'est qu'ils couraient. Fait qu'en courant, le RPO fait que ça marche. Là, Éloi faisait tout le temps une feinte de donner à Momo. Laval n'est pas mongol, là. Il rentre dans le top, ils vont aller le plaquer parce qu'il sait qu'il ne donnera pas le ballon. Il a commencé à lui donner le ballon début du troisième quart. Là. Je pense qu'il y avait une course avant demi, Momo. Là, qui est 5 échappés pour McGill et une interception. Ils en ont perdu 3, plus une interception. Fait que c'est 4 revirements contre Laval. Bon. Le plan de Fortier, c'était pas compliqué. Là. On remplit la boîte, puis on force Éloi de le battre avec le bras. Même s'il a amélioré sa précision, même s'il a amélioré son bras, il reste que. Sa précision n'était pas là samedi. Et voilà, donc, tu coupes ses jambes. C'est un des pires matchs que j'ai vu Éloi jouer. En termes de précision. Puis tu voyais à la fin, là, il était frustré. Là, le coach de McGill l'a sorti de la game parce que. Ouais. Est-ce que pour une fois, McGill pensait qu'il y avait une chance, puis là, ça ne marchait plus haut qu'on pensait?
Mais c'est pas que la perche est plus haute. Tu enlèves les 2 meilleurs joueurs de McGill versus tu enlèves les 2 meilleurs joueurs de Laval. C'est pas le même impact sur une perche. Non, La profondeur n'est pas la même. Il n'y en a pas, vraiment pas. Non. All right. On va continuer notre tour d'horizon du football canadien en Atlantique. Bon, des blowouts. Ça a été des blowouts presque partout, en fait, en fin de semaine. C'est pas mal ça. Tu avais highlighté dans l'Ouest, Tam, Regina contre Calgary. Calgary est en retard de 19 points au 4e quart. Ils sont rendus en prolongation. Ouais, avec 6 secondes à faire, ils scorent le toucher. Fait que c'est 36-33. Ils réussissent le converti de 2 points. Fait que c'est 36-35. Sur le botté d'envoi, un rouge. Overtime de football canadien, toi. Le 36, rouge 36, qui change la donne. Prolongation. Mais les Rams ont tout un porteur de ballon là, et qui. En prolongation, ils ont marqué, ils ont tenu le coup. Ouais. Et, nous y voilà. La logique a été respectée. Là. Calgary est quand même une équipe en reconstruction. Leur corps arrière n'est pas revenu. C'est un nouveau corps arrière. Ils ont plus que 30 recrues dans leur line-up. Fait que, ils montrent des belles choses, mais l'expérience n'est pas encore là. Dans l'Ontario, Laurier qui en gagne une courte contre Windsor. Ottawa qui continue à gagner contre York. Queens. Bon, c'est pas une courte, là. Ils ont dominé tout ce match-là. Là. Tu avais highlighté Guelph et Western la semaine passée. C'était un duel attendu. Finalement, ça a été Guelph a manqué des opportunités en première demi. Ils ont laissé 9 points sur le terrain. Ça aurait pu être presque serré à la demi, mais Western, eux, dès qu'ils voient du sang, ils en profitent. Fait que Guelph a essayé de revenir, mais Western répliquait toujours. Les 4, même 5 QB ont joué dans cette partie-là. Guelph avait un début de calendrier très difficile en se pognant Laurier puis Western. Western en back-to-back. Il va falloir qu'ils jouent de rattrapage. Ben là, c'est presque sûr qu'ils n'auront pas un match à domicile, mais moi, je crois encore à cette équipe-là. J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais il va falloir qu'ils step up. Et l'autre match que tu as highlighté, Waterloo contre Toronto, la rivalité numéro 1 du football universitaire canadien, d'après un gars sur Twitter, qui clairement a manqué d'oxygène à la naissance, là, soyons honnêtes. Là. Moi, je pense surtout qu'il a été aussi cruel. Puis je peux être aussi cruel et baveux que je veux parce qu'il n'y a aucune chance qu'il écoute quelque chose en français. Il a été bercé ben trop proche du mur là, quand il était jeune. Ça a été un match quand même super intéressant. N'en doute pas. Toronto a pris l'avance avec 15 secondes à faire par 3. Waterloo a réussi à égaliser, puis ça a été en prolongation cette partie-là, puis ils ont gagné sur un botté. Puis le point égalisateur, c'est sur un botté record de 57 verges par un botteur recru quand même. Fait que c'est comme. Pas super. On connaît ça. Ça rappelle certains de nos. On se rappelle quand même que Toronto, dans les 10 dernières années, je pense qu'il avait passé des années sans gagner un match. Ouais, mais là, leur corps arrière, c'est pas mal celui qui a les meilleurs stats en Ontario en ce moment. Là. Et Waterloo, si je me souviens bien, il y a 10 ans, ils avaient fermé le programme de football pour une histoire de stéroïdes. C'est un mémoire est bonne. Ouais. Fait que, voilà. Fait que, let's go. Donc, les affrontements de cette semaine, vous le voyez, les Carabins sont en vacances, donc on ne fera pas un long preview cette semaine. Par contre, on vous a gardé un petit sujet de discussion pour la fin. En Ontario, Laurier, toujours invaincu, toujours numéro 1, s'en va à Queens. Probablement le plus intéressant. Tam, t'avais-tu quoi ajouter? Sinon, Guelph, Windsor, pour savoir si capable de retourner sur le chemin de la victoire pour Guelph. Dans l'Ouest, UBC versus Saskatchewan, ça risque d'être intéressant. Saskatchewan qui, sur papier, ont l'équipe
la plus vétérane, aguerrie. UBC qui a eu quelques changements, mais qui devrait être encore dans les contenders de cette division. Sinon, en Atlantique, BU va jouer à St. Mary's. St. Mary's qui a un gros début de saison à 2-0 avec des gros scores. J'ai hâte de voir comment ils vont faire contre... C'est passé là, c'est. Est-ce que les petits chiens d'Atlantique sont de retour? Ben, ils ont quand même eu Acadia puis Mont-Allison dans les premières semaines. Fait que là, c'est la première fois qu'ils ont un adversaire de taille, là. Fait qu'on va voir de quel bois ils se chauffent. Mais en même temps, l'année passée, il avait pas mal fait en 2 parties contre BU. Fait qu'on verra ce qu'ils peuvent sortir de leur chapeau. C'est dire que c'est des gros cégeps est une exagération. Oh non. C'est petit. Le match intéressant au Québec en fin de semaine, c'est la bataille des Anglos. La Coupe Shaughnessy. Ah, ça doit pas être... Je ne sais pas si c'est là ou c'est l'autre match. Là. Ouais, c'est ça. Il alterne le lieu d'une année à l'autre. Je ne sais pas de mémoire si c'est Concordia qui l'accueille l'année passée. Fait que ça devrait être le match à McGill. En tout cas, peu importe, là, ça devrait être sur le stream de Concordia. J'ai pas vu de lien encore, là, mais normalement, eux, ils diffusent. Là. Puis TVA a décidé de matcher Sherbrooke et Université Laval à 1h le dimanche en même temps que l'ouverture de la NFL. Ouais, mais Laval aime ça jouer le dimanche. Il en profite pendant que le... Ouais, mais pendant que le hockey TVA va commencer qui voulait absolument pas de code d'écoute. C'est ça. Exact. Ouais, sinon, vous pouvez écouter en audio avec la version de nos amis de Sherbrooke si vous préférez ça. Ouais, ça serait carré. De Laval. Je vous jure, vous écoutez ça, vous avez l'impression que Sherbrooke gagne. Mais Sherbrooke, ça va être difficile. Ils ont déjà beaucoup de blessés. La confiance est à 0. Au moins, ils ont enlevé la chaîne, hein? Ouais. Faut trouver le positif. Non, mais... Puis, bon, il y a encore du brasse camarade, encore beaucoup de pénalités, beaucoup d'agressivité, mais je pense que l'état-major, au moins, n'a pas la même hostie de mentalité que les autres coachs d'avant. Si on ne peut pas les battre, on va les battre, là, c'est ça? C'était pas mal ça avant. C'était bon des jaunes, un peu. Tam, tu nous as préparé un petit feature là, en lieu et place de notre preview de semaine. L'inspiration t'est venue. Quoi souhaiter pour notre équipe? En revenant de Sherbrooke, on écoutait Bonsoir les sportifs. Et l'animateur demandait aux auditeurs c'était quoi leur souhait pour leur équipe sportive. On n'a pas ça, nous autres, des souhaits. Hein? Non, c'est ça. Fait que j'ai fait 2 catégories. Des catégories que ça serait facile pour les équipes de le faire puis d'ajouter à l'expérience fan de leurs partisans. Et des souhaits, disons, moins réalisables à court terme. Là. Une wishlist. Tant qu'à rêver, certaines choses réalistes, certaines choses utopiques. Ouais. Mais bon, on y est. Ouais. Donc, tu nous as fait 3 choses pour faciliter la vie des fans. Numéro 1. Ben, que les équipes publient sur leurs médias sociaux le deep chart, la charte des positions avant chaque partie. C'est une pratique courante dans les équipes nous, on a, parce que moi et toi, on va chercher en haut. Là. C'est pas comme s'ils ne l'avaient pas. Là, non. Puis je l'avais mentionné sur X la semaine passée que pour moi, c'était un rêve qu'un jour, on voit ça au RSEQ. Et McGill, avant leur match de samedi, ils l'ont publié sur X. Je fais, il y a quelqu'un qui m'écoute ou qui me lit. Parce que ça fait plusieurs fois que je suggère des choses et qu'ils appliquent les dites choses. Tam, voyons donc, quand on souhaite des affaires, nous autres, ça arrive jamais. Ouais. Ouais, c'est vrai, OK, la coupe. La coupe du saut, les deep charts. Ouais. OK, numéro 2. C'est les faits saillants. Encore, pour moi, l'Ouest, c'est un modèle là-dessus. Là. Eux, ils ont compris la chose que leurs partisans ne sont pas capables de les suivre à l'étranger. Fait qu'ils fournissent du contenu à leurs partisans facilement.
Fait qu'eux, On peut le dire que les lendemain Carabins matin, en fournissent quand même pas mal, non? à comparer de ce qui est fait dans l'Ouest, le RSEQ est parent pauvre. Ben, tu vois, par exemple... Je dis pas... Non, mais à la défense, mettons, des Carabins, tu sais, l'équipe des communications, là, ce que veut dire Renaud, tu sais, à un moment donné, ils ont besoin d'une autre personne pour tenir le Kodak. Donc, au minimum, un tenue de Kodak de plus qui pourrait diffuser en temps réel. Laval en a un. Mais là, maintenant. Laval en a deux. Mais je te parle même pas du temps réel en ce moment. Là. C'est même pas ça mon point. Non. Mon point, c'est des faits saillants d'après-match. Puis tu sais, je te dirais, François, là, comme je pense que l'Ouest le fait, on voit ça dans beaucoup de ligues, tu sais, le match en 10 minutes, le match en 7 minutes. Ouais. Tu sais, et c'est un Disponible format qui est vraiment intéressant. Sur YouTube. Ça pourrait être cool d'avoir ça un jour. Puis c'est pas nécessairement par équipe. Si chaque équipe qui reçoit le match à domicile aurait à publier un fait saillant de 5 à 10 minutes sur les faits saillants du match, sur le YouTube du RSEQ, sur le YouTube, whatever qui décide, déjà ça aiderait parce que il n'y a aucun moyen de voir des images de ces matchs-là. Moi c'est de même que je suis le baseball. Des fois, on a des résumés sur RDS, mais RDS, c'est même pas le diffuseur. Puis c'est eux qui font les résumés, les sommaires, qui font des faits saillants, même pas TVA. Je dois avouer, Tam, que toi, je suis abonné à RDS et à TVA Sport. Je suis abonné à ces deux postes-là exclusivement pour le football. Puis si le Canadien va en série, genre. Mais puis c'est pas comme si vous me connaissez, c'est pas comme si je suivais vraiment le hockey. Non. Mais j'écoute jamais Sport 30 ou l'émission de sport de TVA. Non, là, je sais pas quoi. Les faits saillants sont disponibles sur leur site. Ouais. Je sais, mais... Quand les images sont disponibles. Là, les images n'étaient pas disponibles. Ouais, mais... Parce que les matchs qui sont à TVA Sport... Mais vite, de même, il n'y a pas de journaliste. RDS fait des résumés tout le temps. Oui, mais RDS fait des résumés tout le temps. Oui, mais ils font des résumés tout le temps quand il y a des images. OK. All right. Numéro 3. Il n'y a pas de journaliste. Il y a des images. On s'en fout. Numéro 3. Devrait être les équipes qui reçoivent les matchs qui les fassent. C'est ça dans l'Ouest. L'équipe qui host le match, c'est eux qui doivent publier le résumé le lendemain. Alors numéro 3. Stream pour tous les matchs, ça, me semble. Ben, il faut qu'il y ait des images. Ça. Oui. Tu sais, les parents payent pour l'éducation de leurs enfants. Puis, on a des étudiants étrangers, là. C'est pas normal que leurs parents puissent pas suivre tous les matchs de leurs enfants. Puis si tu veux donner de l'importance au sport, tu sais, rendre-le juste visible. donner de l'importance. Tu sais, les autres conférences ont décidé d'y aller avec un modèle payant. Fine. Il y a des points pour, des points contre. On pourra en débattre dans un autre podcast parce qu'on n'aurait pas plus que 10 minutes. Là. Mais en 2025, c'est pas normal que je ne suis pas capable d'écouter tous les matchs. Il y a 2 matchs par semaine au Québec. Là. 2. Puis il y en a un qui est dans le noir, souvent. Au minimum. Il y a des semaines que c'est 2. Oui, parce que là, TVA ne diffuse même pas tous les matchs à toutes les semaines. Ben, un match par semaine, je veux dire. OK. C'est 8 matchs sur 10 semaines. Et 3 souhaits pour le U-Sports. Numéro 1. Un site fonctionnel. Calvaire. Dans les 2 langues. Avec qui règlent leurs problèmes de live score. Là. Moi, ça fait 2 semaines que j'écris à U-Sport à chaque semaine, puis que je signale des erreurs, puis que le gars de U-Sport est tanné. Tu sais, ils disent oui, c'est un nouveau... Non, mais c'est un nouveau système. OK, fine. Mais c'est que c'est pas la première fois qu'ils ont ce genre de problème-là. Ouais, puis surtout que là, ben, celui du RSEQ ne fonctionne plus parce qu'on parce que tout passe par U-Sport maintenant. Exactement. On n'a plus 2 sources. C'est qu'avant, c'est encore lycée du site du U-Sport. On n'avait pas à l'utiliser. Ouais. Hey, numéro 2. Un match de la semaine gratuit. Ça, c'est une idée. On revient au débat que tu mentionnais tantôt du partisan, en fait, du journaliste qui couvre l'OUA, qui disait que pour lui, sa plus grande rivalité, c'était un Toronto ou un Waterloo. Journaliste. Non, je reprends juste ces faits. C'est que
Les matchs C'est du journaliste que nous autres, Québec, là. Oh, si, je veux les voir. matchs du Québec sont pas disponibles à l'extérieur du Québec ou sont juste pas web diffusés. Fait que côté disponibilité, si tu suis pas ton équipe, tu les as pas. Les autres ligues, c'est payant, mais si tu aimes le sport universitaire, ben comme moi, tu t'abonnes aux autres plateformes, puis ça spread un peu le truc. Mais si tu veux amener des nouveaux fans, là, parce qu'on s'entend que dans les stades, puis la clientèle est plus vieillissante, c'est moins étudiant, en tout cas, chez les détenteurs de billets de saison. Pourquoi pas faire un match par semaine gratuit? En rotation dans les différentes conférences, juste pour promouvoir le sport puis donner l'accessibilité aux étudiants sur les différents campus de voir un match, de voir c'est quoi le calibre, puis de permettre aux autres conférences de voir le calibre de jeu dans les autres conférences de façon gratuite. Parce que si tu veux t'abonner à tout, tu en as pour quasiment 400$. Un peu comme... Belle vitrine. C'est le match de la semaine. Ouais. Un peu comme Radio-Canada Il n'est pas obligé faisait d'être à la avec TV. Là. Ça peut être sur le site de YouSport avec un lien sur YouTube. Tu mets un des streams sur YouTube pour la semaine. Puis... Mais l'idée, c'est d'utiliser ça comme une vitrine. Non, normalement, ça devrait être Gem de la CBC Sports qui doivent. Comme quand on était jeune, puis que le dimanche, on avait nos héros du samedi. Non, je dis dimanche, mais c'était peut-être le samedi. CBC, ils ont une entente avec l'OUA, mais surtout pour les séries puis les matchs nationaux. Mais ce que tu es en train de dire, c'est le match. La plateforme existe. Le match de la semaine, peu importe la. Bon, mais c'est la tu le prends sur le streaming de base d'une des 3 conférences et tu le mets sur. Waterloo contre Toronto, tous les semaines. Tous les semaines. Juste ça. La vraie rivalité au pays. La seule vraie rivalité. Et bien évidemment, le dernier qui est le plus utopique de tous et qui n'arrivera pas, des matchs interconférences en saison régulière. Je m'ennuie de ça quand on allait dans l'Atlantique pour bomber dans une petite ville. C'était le fun, hein? C'était le fun. Ouais. Mais bon. Tu sais, de faire des match-ups avec l'Est de l'Ontario. Même. Ouais, je suis. Non, mais des match-ups équilibrés, là. Oui. Qu'un Sherbrooke se prenne contre le milieu de l'Ontario, ça ferait un bon match. Oui, un Waterloo. Waterloo, Ottawa, name it, là, tu sais. Puis de cette façon-là, ça pourrait dire aussi au même journaliste là, qui a dit que la plus grande, je vous rappelle qu'il est pas à sa première connerie près. Pour ceux qui étaient en audio, là. Vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Il est pas à sa première connerie près parce que je vous rappelle que c'est le même qui a dit que la pire conférence au Canada, c'était le RSEQ parce qu'il y a essentiellement juste 2 équipes. Okay. Non, c'est pas le même journaliste. T'es sûr? Oui, c'est pas le même média. Média. Ben, on est dans une ère où on est tous des médias. Oui. On est rendu avec quoi, 4 ou 5? On est rendu avec quoi, 4 ou 5 podcasts en français, là? On a celui de Média Québec, qui est des étudiants de Québec. On a Bulletin sportif, on a celui du journal de la coop de Sherbrooke, des médias. La coop de l'info, puis tu as Bulletin sportif. Et je dois avouer que je les trouve très bons, ces deux-là. Ils sont excellents. Mais je trouve qu'ils apportent tous quelque chose de différent. Oui. C'est ça qui est intéressant, en fait. Exact. Mais encore faut-il dire des choses qui ont du sens. Donc, que YouSport corrige son maudit top 10, là. Et boy. Regarde, Ben, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, si tu regardes le vote détaillé, c'est que Laval est premier. C'est juste qu'il y a une espèce de système de points cumulés avec d'autres positions qui a créé une anomalie, mais ouais, là, ça a trop voté en Ontario. On l'a regardé. On l'a tous vu, on l'a tous trouvé ça ridicule. Ouais. Mais on ne va pas commencer à casser notre non, mais c'est juste qu'il y a un classement qui ne veut rien dire. Exact, parce que dans un système avec des playoffs, on s'en reparle en novembre. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'équipes pas beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup de gens qui voudraient une réforme des playoffs. Mais tant qu'on n'aura pas un système top 10 qui a de l'allure, comment tu peux me garantir que les 6 ou 8 équipes qui vont être choisies pour aller en playoff, ça va être là, effectivement, on pourrait partir à un autre podcast parce qu'aux États-Unis, ils sont rendus là.
Ouais, puis, Non, mais c'est ça, je te dis. Tant que ça ne sera pas sérieux, on ne peut pas penser à une réforme des dits playoffs. Parce que c'est les mêmes gens qui vont choisir. Quand on sera rendu là, on pourra déterminer un moyen logique de comparaison. Ouais. Mais pour l'instant, c'est plus folklorique que d'autres choses. Exact. Ouais. Hey, merci à vous deux. C'était l'Écho des Montagnards pour cette semaine. Merci à SPG, la solution pour les associations. Merci à la série Autre chose du Nibrou. Vous aimez ce qu'on fait, vous aimez la cause, ben, vous pouvez devenir un membre de l'association. 20 Abonnez-vous cette à la année. page. Abonnez-vous à la page aussi pour nous suivre, les différents médias sociaux, @Montagnards Montréal. Le code QR est à l'écran. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Montagnards Montréal. Et puis, suivez-nous sur les plateformes audio. Abonnez-vous aussi pour avoir des notifications quand on publie du contenu. Suivre, cocher. Hey, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine de congé. C'est l'ouverture de la NFL en fin de semaine. Vous pouvez faire ça pour vous désennuyer. Puis sinon, on se voit la semaine d'après au Sepsum avec de la grosse visite. Bye bye, gang.